C'est la dernière fois de la saison que nous entendons ce générique. On l'aime bien, le générique. Je crois que vous aussi, d'ailleurs, vous nous demandez souvent d'ailleurs ces références. Oui, on va se quitter pendant l'été. On va se retrouver, bien sûr, dès la rentrée, le samedi 3 septembre. Nous sommes dimanche. Mon invité est en place. Je vous le présenterai dans un instant. Il y aura aussi peut-être d'autres invités. Enfin, il va y avoir beaucoup de monde sur ce plateau. Mais auparavant, on revient en arrière. C'était la semaine dernière. Samedi, on était à Cabourg pour le Festival du film, en compagnie de Juliette Binoche. Et le lendemain, ici, sur ce plateau, avec Marina Carrère-Dancos. Bonjour Juliette Binoche. Vous avez été rebelle dans votre adolescence, insoumise même. Oui, mais je crois que c'est pas tellement parti. C'est toujours vrai. Je crois que c'est un esprit qui qui peut pas s'arrêter. Ça n'arrive pas, c'est tout fait cette histoire. Vous dites parfois que vous avez une enfance cabossée. Est-ce qu'on guérit de son enfance, selon vous? On peut se transformer, donc c'est une guérison qui est celui de la transformation. Il y a toujours une cicatrice, mais on a appris grâce aussi aux accidents. On a besoin d'accidents pour être en liaison et en rapport avec soi. Si c'est tout le temps lisse, quelque part, on n'est pas confronté à sa véritable identité. Est-ce qu'il y a des techniques pour être actrice? Il y a des techniques pour pas être actrice. C'est surtout ça. Parce que quand on est acteur, c'est affreux. Ben non, mais de pas, justement, ce côté trop préparé, trop maniéré, trop acteur, trop... Moi, c'est pour ça que j'adore travailler aussi avec des non-acteurs, parce que ça nous remet en question et parce que moi, j'aime pas voir le jeu. Avec Fabrice Lucchini, comment ça s'est passé, cette rencontre? Avec Fabrice, c'est un peu compliqué, en fait. Je sais pas vraiment sur quel pied danser quand je suis avec lui. Au départ, je crois qu'il me fuyait. J'avais l'impression qu'il me fuyait, voilà. Et puis après, il est très bavard, lui, avant une prise, par exemple. Mais à la fois, comme c'est mon frangin dans le film et qu'on a des tensions et tout, le fait qu'il m'énerve un peu, ça allait bien pour le rôle. On vous sent souvent exalté. Vous l'êtes au quotidien? Exalté? Oui. Mais oui. Mais bien sûr. Non, mais pas 24 heures sur 24. Ne faites pas croire ça. Exalté? Ben, je veux bien, moi. Vous aimez bien le mot? Oui, non, c'est un mot, j'aurais pas pensé à ça, mais pourquoi pas? Passionné. Alors parfois, ma passion fait qu'on a l'impression d'un drôle de truc, peut-être. C'est aussi ça qu'on confond. Hein. C'est quand on est passionné, on croit que c'est l'autorité ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui est plus fort que soi. Vous avez été éduquée, vous dites, d'une manière quand même assez stricte. Ah, strict, pas du tout. Non, traditionnelle, je sais pas. Je suis pas sûre. Maman était assez curieuse. Elle était très exigeante sur tout ce qui était éducation. C'est-à-dire qu'on devait respecter les autres, on devait être poli, on devait dire bonjour monsieur, bonjour madame. En revanche, c'était une mère assez bohème et assez fantasque qui nous a laissé une très grande liberté pour beaucoup de choses, et notamment pour l'école, qu'on a énormément séché. Parce que comme mon père était souvent pas là, c'est vrai, on dormait en fait tous les trois dans sa chambre, on faisait kolkhoz, on tirait les matelas, on faisait kolkhoz dans sa chambre, puis le matin, elle nous disait « Bon les enfants, si vous n'allez pas à l'école, je vous sers le petit déjeuner au lit ». Bon, voilà, donc c'était... C'était la fête. C'était la fête, mais en même temps, on devait passer d'une année sur l'autre. À 24 ans, vous avez un accident de voiture. Oui. Ça a changé un peu le regard sur l'existence. Ah oui, le fait de passer très très près de la mort, ça change la vision du monde, ça change la façon dont on vit la suite de son existence. Et ça l'a changé aussi parce que de se retrouver complètement dépendant pendant des semaines dans un hôpital, dans un lit d'hôpital, ça apprend... l'importance d'un regard, l'importance d'un sourire, ça apprend le respect qu'on doit avoir vis-à-vis du patient, la pudeur qu'on doit respecter, toutes ces choses qui n'existent pas toujours. Et vous avez toujours eu le sentiment en fait, d'être un peu une usurpatrice, pourquoi? Toujours. Parce que j'ai aucune confiance en moi, parce que j'ai une estime de moi pathétique, inexistante. Pour quelle raison? Ça a toujours été comme ça et j'ai toujours eu ce sentiment. Tout vous sourit Je travaille comme une folle. Mais oui. Je travaille comme une folle pour être crédible. Et j'ai toujours eu ce sentiment d'usurper, qu'un jour on allait s'en rendre compte, qu'un jour ça s'effondrerait et qu'on se rendrait compte que j'avais rien à faire là où je suis. Est-ce que, Marina, le sexe est vraiment le sujet le plus porteur?
Non, Michel adorerait que ça soit ça, mais ça n'est pas vrai. Non, non, le mal de dos est largement aussi porteur, la contraception aussi. Non, non, il n'y a que Michel pour prétendre ça. La question fréquente quand on vous aborde dans la rue, Est-ce que vous êtes vraiment médecin? l'épitaphe que vous aimeriez voir inscrite sur votre tombe. A vécu sans faire de mal autour d'elle. Jolie, belle éthique, et voilà une femme bien authentique, une belle personne comme on dit. Alors, qui est sur le plateau de Thé au Café? Vous allez vous présenter tout d'abord, quelle est votre profession? Acteur. Votre situation familiale? Je suis papa d'une petite fille de 9 ans. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Des obsessions, oui. Faire l'émission Thé ou Café. Et votre devise? L'euro. Et votre prénom? Votre nom? Je crois pas. Alors, mon nom, c'est De Maison. Et mon prénom, c'est François-Xavier Toussaint. Toussaint. On en parle ou pas? Oui, vous venez me rejoindre. Toussaint, Oui. François, Xavier, Toussaint, deux maisons, ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui, bah oui. Un homme multiple qui aime incarner des personnages, peut-être. Allez, le début de la psychanalyse. Alors, il faut tout de suite dire, hein, vous êtes corse. Voilà, ce sont les origines corses Et qui parlent c'est avec ça. le Toussaint. Oui. Toussaint. Alors, vous Toussaint. partagez l'affiche du film de Christophe Baratier, L'Outsider, d'après l'histoire vraie de Jérôme Kerviel, avec Arthur Dupont, qui joue d'ailleurs Kerviel. Vous jouez le trader, le mentor, en fait, le patron de Kerviel. Ça sort en salle mercredi. C'est un thriller. On en parle, bien sûr, tout à l'heure. Il y aura quelqu'un sur ce plateau qui va venir vous rejoindre, qui va venir vous accompagner. C'est une personne que vous appréciez beaucoup. Oui. Alors là, c'est une réelle surprise. Ah oui. Oui, je sais. Ça inquiète, hein? Ah oui, vraiment, oui. Oui. Bon, en tout cas, je pense que ça va faire vraiment plaisir aussi aux téléspectateurs. Eux savent de qui il s'agit, pas vous. Qu'est-ce qui est essentiel à savoir sur vous pour vraiment vous connaître? J'ai du mal à dire non. Ah. Voilà. Et les gens qui m'aiment vraiment le savent et n'en abusent pas. Les gens qui le savent, qui en abusent, souvent, ils ne restent pas très longtemps dans ma vie. Ah, ah. Donc ça, c'est une faille. Une petite faille, mais c'est aussi, ça peut être une qualité, hein, c'est aussi une envie de... De faire plaisir? Oui, de faire plaisir, la générosité, voilà, sans doute. Mais c'est vrai que parfois, il vaut mieux dire, il vaut mieux être clair. Et c'est finalement ce que l'expérience me montre. Qu'est-ce qui jaillit Oh, qu'il est mignon. en regardant cette image, Oh. cette belle photo? Il est mignon. Oui. Quel souvenir comme ça qui arrive en Et moment? ça, c'est la Corse, c'est la... Voilà, je suis tout bronzé. Je sais pas, est-ce que je me souvenais de ce que je voyais à travers ses yeux? Je sais pas, je devais avoir 3-4 ans, 4 ans. Hein, je sais pas. Mais non, c'était beaucoup... C'est une bonne période. Oui, c'est une bonne période. Oui, j'étais un enfant aimé par des parents... Des parents qui étaient avocats. Oui, voilà. Ouais. Qui travaillaient beaucoup. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Exactement. Ouais. Un milieu privilégié? Privilégié, oui, privilégié, oui. Des avocats qui travaillent, qui gagnent leur vie, voilà. Donc, une jolie petite maison à Asnières-sur-Seine, voilà. À Neuilly aussi, non? Alors, j'étais à l'école à Neuilly, mais j'étais d'Asnières, voilà. Et puis après, ils sont allés vivre à Paris, mais j'ai plutôt des bons souvenirs de mon enfance. Mais j'étais très rêveur déjà. Voilà, c'est ce que je vois. Mais vous rêviez à quoi? Ben, je crois que je rêvais déjà à monter sur scène, à faire des films. Je rêvais de films, À vous d'histoires. différencier des autres? Peut-être Vous distinguer? Attirer l'attention. Voilà, attirer un petit peu l'attention, oui, sans doute. Vous vous aimiez? Non, pas trop. Je crois que je m'aimais pas trop. Mais c'était pas non plus une souffrance. C'est-à-dire que c'était une petite angoisse de temps en temps, mais il y avait aussi des très très bons moments. Oui, je profitais quand même beaucoup des choses, mais j'étais un peu rêveur. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Vous avez toujours eu l'envie quand même d'être admiré, de jouer le clown un peu quand même, non? Oui, un peu, de se faire remarquer, oui. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. Mais c'était pour les filles, hein, Catherine, à la base. Hein. C'était pour draguer? Ben oui. parce que Ça aide j'étais- beaucoup, ça. Hein? Ah oui, oui. Femme qui rit à moitié dans son lit. C'est Moi, bien j'avais connu. souvent la moitié qui me couchait pas. Hein. Oui. Bon, ouais, bon. Donc elle riait pas, quoi. Voilà, bon, enfin, elle riait, mais pas dans mon lit. D'accord. Voilà, c'était l'autre moitié. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que l'envie d'être, de se faire remarquer, d'attirer l'attention, est-ce que c'était de la coquetterie ou juste se faire accepter? Je sais pas.
Tous les 4, vous avez fait du droit, parce que vous aussi, hein, Ah vos oui, frères, c'est- vos sœurs, enfin, c'est dans la famille, on fait du droit. Hein. C'était quasiment quoi, contractuel. Oui, non, de faire des études. Et mes parents estimaient que voilà, je pouvais faire du théâtre, mais qu'il fallait quand même que j'ai un petit bagage. Expression de parents. Il faut que tu aies ton petit bagage. Oui, Voilà. donc passe ton bac d'abord. Voilà, bien c'est connu, ça. ouais. Et donc voilà, donc j'ai fait des études de droit, et puis j'ai même fait des études, j'ai même fait Sciences Po. Donc c'était Et en parallèle, le cours Florent. exactement avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Xavier Florent, qui était mon prof à l'époque. Et voilà, c'est des bonnes années. Alors, vous délaissez le théâtre, et puis, alors, vous partez, c'est quoi? C'est le rêve américain, vous partez à New York. Oui, c'est ça. Je commençais déjà à m'ennuyer un petit peu dans mon. Parce que j'avais. Après Sciences Po, je suis allé vraiment faire de. J'ai mis un costume, une cravate, et je suis allé faire le fiscaliste. Et puis, oui, voilà, je commençais déjà un petit peu à m'ennuyer. Je me suis dit, changement de pré réjouit le veau. Allons, beaucoup l'expression. alors voilà, j'ai pas mal de dictons en stock, si vous voulez, tout au long D'accord. de l'émission. Voilà. Le bon Voilà, sens une populaire en citation. action. Voilà, et donc du coup, effectivement, voilà, c'est une aventure. Mais c'était Cette- votre conception de la réussite, de partir aux Un États-Unis? peu à l'époque, j'avais trop vu Wall Street, je pense, avec Michael Douglas. Non, mais il y avait une espèce d'envie d'aller voir, quoi, de curiosité. Et cette ville m'a tellement impressionné. J'étais tellement dopé par l'énergie de cette ville, ce tout est possible. Comme ça, cette mixité de cette ville d'immigration, New York, ça m'a vraiment enrichi. Et je pense que c'est ce qui m'a donné la force de faire le pas et d'aller et de devenir, voilà, de tout plaquer pour devenir acteur. Ah, il faut dire aussi, et ça vous le racontez très bien d'ailleurs, que c'est quand même le 11 septembre Oui. hein, qui vous a permis aussi de basculer, de rebasculer en fait dans le milieu artistique. Ça a été un choc qui a accéléré le processus, comme une rupture ou une maladie, un licenciement font qu'on est confronté à quelque chose d'urgent et voilà, on prend les décisions qu'on doit prendre. Votre parcours, Oui. allez, on revient en arrière. Il nous est raconté par Philippe Guepers et vraiment sur le thème, il est gonflé. François Xavier, un mot pour résumer votre personnalité. En 6 lettres, Gonflé. pas mieux. Gonflé, il faut l'être sacrément pour quitter un poste d'avocat fiscaliste à New York et se lancer dans le one-man show. Tu gagnes 1 million par an et tu veux écrire du théâtre? Je sais pas quoi te dire. Moi, je dirais que vous avez bien fait. Sur scène, vous imposez très vite une gestuelle et un style. Ça va? Tu viens de te lever? Non, parce que t'as encore la marque de laurier. Un humour parfois cynique et grinçant que vous assumez pleinement. Plus c'est méchant, plus c'est drôle, c'est terrible à dire. Au cinéma aussi, vous me bluffez. Incarner Coluche pour votre premier rôle principal, fallait oser. Et si tous les cons se présentent, bah moi aussi j'y vais, hein. Vous n'avez peur de rien, pas même de prêter votre voix à un lapin ou un Disney. Tu m'imites là ou quoi? Non, j'oserais pas. Quand je vous vois imiter Bitou le Castor, votre grand-mère ou Serge Reggiani, Il suffira de presque rien, peut-être des années de moins. je me dis que je n'ai pas votre talent ni votre audace. Ça m'énerve. Se moquer de Karl Lagerfeld, ça aussi il faut le faire. Tout comme produire un documentaire sur un instit et le faire exister au cinéma. C'est ça un P. C'est de l'air qui passe à travers un orifice. Gonflé, vous l'êtes aussi quand vous faites la star sur notre plateau parce que notre café ne vous plaît pas. Capri, tu comprends pas? J'avais demandé un café, il est froid. Alors que c'est chez nous que vous avez fait votre première télé. Allez, on cogne. Et là, c'était nous qui étions gonflés parce que c'était loin d'être gagné. Crochet du gauche, uppercut du droit. Culotté enfin de partir en terre inconnue chez les Raika. Alors que vous n'êtes pas spécialement connu pour être une Kaira. Bon, là, je dis n'importe quoi. Et baf qui se perdent. Mais avouez que vous n'êtes pas des plus aventuriers, même si vous ne vous dégonflez jamais. Qu'est-ce qui a changé en vous en 10 années? En 10 années, qu'est-ce qui a changé en moi Une confiance en vous, une assurance? Oui, sans doute un peu. La légitimité peut-être, ce sentiment de se sentir légitime dans ce métier. C'est vrai que quand on vient d'un autre univers, que tout d'un coup ça s'accélère, parce que c'est vrai que ça a été assez fulgurant. Le premier rôle principal au cinéma, c'est une nomination au César du meilleur acteur, pour Coluche, un rôle incroyable. Ensuite, il y a eu 25 films, voilà, avec des rencontres extraordinaires de gens qui vous aiment, comme je pense à Hugo Gélin, on a vu une image de Comme des frères, de Toledano Nakache dans Tellement proche, ou voilà, il y a eu Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan, mon ami, mon frère. C'est le parrain de ma fille, je suis le parrain de la sienne.
c'est une amitié incroyable parce qu'il fallait y croire à l'époque. C'est vrai que quand j'arrivais voilà, avec mon costume cravate et que il disait « je vais le produire, il va vous faire rire l'année prochaine », les gens me regardaient en disant « vous êtes sûr ?» Et vous en êtes à votre 3e one-man show. Oui, c'est ça. 3e one-man show. À chaque fois, je les joue beaucoup, en fait. Je les joue 350 fois en moyenne. Donc, c'est vraiment des spectacles qui tournent beaucoup, qui me rendent très, très heureux. Vous dites d'ailleurs qu'en vous avez au moins 1000 personnages, mais ça rend fou, non? Un peu, parfois, mais c'est aussi un luxe de pouvoir être quelqu'un d'autre comme ça, de pouvoir aller au bout d'un délire. Mais ce dernier spectacle, avec lequel je suis en tournée actuellement et qui sera à l'Olympia enfin, en janvier prochain, il est plus personnel que les autres. Il y a quelque chose de très libéré, délivré. Je peux plus. La Reine des Neiges, j'ai dans la tête, c'est ma fille de 9 ans. Ça, on est tous. Non, voilà, il y a quelque chose de plus naturel, je suis plus en contact avec le public, j'assume plus une folie, il y a quelque chose de très agréable. Moins de sophistication. Peut-être. Plus de spontanéité. Voilà, plus de naturel. Peut-être que je me sens, pour la première fois de ma vie, extrêmement heureux, extrêmement bien dans ma peau. Sur un plan personnel. Aussi, exactement. Et donc, du coup, il y a quelque chose de très, je dirais, simple. Voilà. Le cinéma, c'est un milieu plus impitoyable que celui du théâtre. C'est un milieu machiste. Je ne sais pas si c'est un milieu machiste, non. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Oui, mais je dis ça parce que vous nous aviez confié avoir eu un coup de cœur pour un discours à Cannes, le discours d'Ouda Beyamina, Oui, la réalisatrice c'est vrai, du film Divine, qui a remporté dans la Caméra d'Or du Festival de Cannes cette année. Et ce prix lui a été remis par la réalisatrice Catherine Corsini. Et voilà ce qu'elle disait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. 1000 visages, on est là, quoi. On est là, c'est possible. Et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. C'est une tuerie que ce soit une femme. Et pour que les choses, elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionnaires aujourd'hui. Toutes les sélections sont composées uniquement que de femmes. Des femmes, nous. Alors, pourquoi vous avez été touchée particulièrement par ce discours? J'ai adoré cette énergie, j'ai adoré ce qu'elle disait. C'était tellement sincère, tellement vrai. Et voilà, elle était à la fois heureuse et pleine de conviction. Ça m'a touché. Ouais. J'étais devant ma télé comme ça, j'ai reçu ça en plein cœur, quoi. En 2008, là, vous disiez, évidemment, ça a été un grand moment pour vous lorsque vous avez interprété Coluche. Vous dites d'ailleurs qu'il y a un avant et un après dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez gardé de lui? Cette insolence, peut-être. Hein. J'étais très, très bien élevé. Je voulais pas brusquer, faire de la... Et Coluche, voilà, sur scène, c'était vraiment l'insolence, la liberté. Il y avait quelque chose de très... voilà, il prenait la connerie humaine en frontal, quoi, comme ça. Et ça, vous savez le faire aujourd'hui? Un peu plus. Dans ce dernier spectacle, j'hésite pas. Vous osez? Oui, j'ose. Ouais. Voilà, plus. Et qu'est-ce que vous avez gardé de lui dans sa gestuelle? Quelques kilos, Catherine. Pardon. Voilà. On va pas se mentir. Je revois des images de moi comme ça à mes débuts. Bon, il faut avouer que je me suis un peu développé. Oui. Voilà. Non, des tocs quand même, non aussi, non? Peut-être. Je me souviens que j'avais identifié qu'il saluait un peu comme la reine d'Angleterre, vous savez. Quand elle est dans son carrosse comme ça, il avait beaucoup de choses très féminines. Et je crois qu'effectivement, sur scène, il faut être très féminin, il faut être très gracieux. Et je danse, voilà. Et ce qui est surprenant, il y a un petit côté fantasia, vous savez, la danse des hippopotames, parfois. Pourquoi il n'a jamais été remplacé, en fait, Coluche? Je pense qu'il avait cette force d'entraîner les gens, cette force de caractère, cette force de... Mais il est unique. Il y avait le talent et puis il y avait la personnalité, oui. Vous n'allez pas sur le terrain de la politique, pourquoi? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, j'y vais, mais à travers mes personnages. Darwalou, par exemple, ce couple de bobos qui crée un spa à Marrakech et assèche la région, voilà, et qui se comportent comme des colons, pour moi, ça raconte quelque chose. Je ne fais pas du quotidien, je fais plutôt de l'hebdomadaire ou du mensuel, voilà. Dans mon spectacle, il y a un homme politique, Stanislas de Bergemont, ancien ministre député, 18 mises en examen, 2 condamnations, 16 non-lieux, en un mot, serviteur de l'État. Et puis après, on enchaîne là-dessus, sur cette thématique. C'est un type corrompu, qui parle de la France-Afrique. Bon. Donc, vous voyez, je mets quand même un effet de loupe sur des petits phénomènes de société,
mais à travers mes personnages. Mais je traite quand même. Je fais pas de name dropping. Je vais pas te dire tiens un tel et voilà. Vous préférez les grandes salles ou les salles intimes? Je préfère alors, ma salle idéale. C'est l'Olympia. C'est très modeste ce que je viens de dire. Voyons, bien sûr. Non, c'est les théâtres. J'ai une passion pour les théâtres. Et c'est vrai que... À l'italienne. Ouais, à l'italienne. Pour un acteur, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir s'exprimer dans un théâtre à l'italienne. Il y a un rapport scène-salle et un son qui est extraordinaire. C'est le Graal quand on a 5% d'un théâtre. Est-ce que vous avez... Un peu plus. Ah pardon, vous en êtes ou à quoi maintenant? Ah bah écoutez, ça augmente tous les jours. C'est comme à la bourse. 5%, c'est vraiment symbolique. Non, plus. Plus? Oui. Donc du théâtre, on parle du théâtre de l'œuvre, donc vous êtes Exactement. actionnaire. L'heureux actionnaire avec Voilà. Benoît Lavigne, qui est un metteur en scène assez exceptionnel. Et le restant est en Bolloré. Exactement. Vivendi, l'Olympia, et effectivement, et qui nous ont soutenus pour cet achat de théâtre. Qui est un lieu mythique. C'est là que j'ai démarré, que j'ai vu que j'ai eu mes plus grandes émotions de théâtre. J'ai vu Robert Hirsch, j'ai vu George Wilson, j'ai vu Jacques Dufilot, qui sont des noms qui parlent peut-être pas à la nouvelle génération, mais qui étaient des acteurs de théâtre incroyables. Et c'est vrai que ce théâtre avait besoin de continuer à exister, de continuer à exister avec du théâtre. Et c'est ce que Benoît Lavigne et moi, on s'acharne à faire. Mais on s'improvise à être directeur de Écoutez, théâtre. j'en apprends tous les jours. Hein, je vous avoue que... On se forme comment? Sur le tas. Sur le tas. Benoît prend beaucoup de choses en main. Il est déjà au Lucernaire. Il est patron déjà du Lucernaire. exactement directeur du Lucernaire. Et puis on est bien entouré. Et puis pour l'instant, c'est un rêve qui devient réalité. Parce que avoir un théâtre, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est votre danseuse? J'aimerais bien, mais je vais vous dire, oui, c'est vrai que je vous avoue que ça ne me rapporte pas grand-chose. Donc oui, effectivement, on va dire que c'est ma danseuse. Mais la danseuse, ça fait un peu comme si, vous savez, j'avais fait fortune dans les Hongrières du Tonkin et que j'avais acheté à une cocotte un théâtre du côté du boulevard du Crime, ce qui n'est plus de notre époque. Comment vous vous défoulez, vous, dans la vie? Parce que comme vous êtes Ça dépend, je fais un peu de boxe taille avec un... Il paraît que vous faites du sport. Oui. Ouais. Je fais un peu de tennis, Ouais. je fais un peu de... Ouais, ça, c'est marrant, on le savait. Oui, Ouais. dites-moi. Oui, si, on le savait, si. Vous, en revanche, vous ne saviez pas où vous alliez. Alors, on a Non, passé un moment c'est avec vrai. vous, avec Philippe Geppers et Pierre Coussier. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Est-ce que vous aimez les surprises? Oui, j'ai peur. Indice numéro 1. Oui. Vous allez devoir frapper fort. La boxe. Je fais de la boxe, un petit peu, voilà. C'était pas de la boxe. Non, c'est pas de la boxe. Indice numéro 2. Chez les deux maisons, on y joue de génération en génération. Ah, du tennis. Oui, mais où? Emmené à Roland-Garros. Ah, c'est pas vrai! Vous êtes des malades! C'est génial! Ça vous plaît? Bah, c'est génial! Quel sportif vous êtes, vous? Bah, écoutez, vous allez voir! Comme dirait Gérard Rolls, il va y avoir du sport. Petit échauffement. Quel rapport vous avez à votre corps? Quel rapport j'ai à mon corps? Beaucoup d'entretien, grosse condition physique. Oula! J'ai fait comme ça a craqué. Ça fait mal. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? J'aimerais avoir 7-8 kilos en moins. Mais j'avais 20 ans que je lutte, hein, vous savez. C'est pas grave, c'est la vie. Faut pas lutter. Est-ce que vous êtes prêt à affronter le cours numéro 1? Oui, mais je n'ai pas de raquette. Je suis déjà fatigué. Est-ce que vous avez un rituel avant de rentrer en scène? Je m'habille, j'écoute de la musique. Mais c'est surtout en fait des parfums qui me sont familiers, qui me rassurent en fait. C'est des parfums qui me rassurent. Et là aussi, j'ai besoin d'être rassuré parce que là, je ne sais pas où on est et contre qui je joue. Alors, il est prêt ou pas? Djokovic n'était pas là, donc ils m'ont appelé, au dernier moment. Ça fait plaisir. Mais c'est ce monsieur qui m'a appris à jouer au tennis. Il y a 35 ans, on faisait des doubles, François-Xavier et moi, contre son grand-père et son père. Ah, c'est Voilà. génial, je suis trop content, je suis trop ému, vraiment, c'est très émouvant. Ça vous fait quoi de jouer à Roland-Garros? C'est fou, mais c'est comme, vous savez, quand vous êtes dans un lieu mythique, ça fait peur, comme quand vous jouez sur la scène de l'Olympia, et puis au bout d'un moment, vous oubliez juste le public, la scène, et puis vous y allez, quoi. Bien. Si vous mettez trop la pression avec le lieu, ça va pas. Il aime faire le jeu, il aime faire le joli point.
Voilà, il joue pour le public. Service Becker. Service McEnroe aussi. Il faut être gaucher. Puis il y a le service de maison. Je vais faire ça aux petits oignons. Qu'est-ce que vous devez travailler? La régularité, pratiquer. C'est comme au théâtre, la répétition, c'est le travail, et puis sur scène, il y a la liberté. C'est ça qui... Plus on répète, plus on est libre. Faut que ça reste du plaisir, sinon ça n'a aucun sens. Non. Puis la condition physique, là, je suis déjà fatigué. C'est n'importe quoi. Alors que vous jouez que depuis 10 minutes. Ça faudrait le couper, ça. Je trouve ça très désagréable, cette question. Allez, fixe. Service volé, hein. Est-ce que vous avez l'esprit de compétition? Non. Ah, voilà. Je veux pas me rendre malade parce que je perds un match de tennis. Non, mais j'ai envie que mes projets aboutissent, par contre. J'ai envie que ça aille jusqu'au bout, parce que sinon je suis déçu et j'ai entraîné des gens qui m'ont fait confiance pour rien. C'est ça qui me met la pression, en fait. Pas envie de décevoir. Imaginez, vous venez de gagner Roland-Garros. Oui. Comment vous réagissez? Je vous embrasse. J'embrasse vous. Vous réalisé mes rêves. Merci à l'association. Merci France 2 de m'avoir fait croire que j'étais digne de jouer à Roland-Garros aujourd'hui. Merci Catherine Sellac. Merci à toute l'équipe. Bon. Vous êtes un compétiteur ou... Non. Je joue pour gagner, mais si je perds, j'en fais pas un drame. D'accord. Voilà. Donc, je me suis récemment fait battre au ping-pong par une jeune femme de 30 ans. Et au baby-foot Mais, oui, au baby-foot également. J'en étais sûre. Voilà. Vous êtes à l'affiche d'un film qui est un film événement, qui s'appelle L'Outsider. C'est un film de Christophe Baratier, notamment le réalisateur des choristes. Alors là, on va vraiment sur un tout autre univers. C'est l'univers de la bourse et du monde financier. Et c'est l'histoire donc de Jérôme Kerviel à la Société Générale et évidemment la descente aux enfers de cet homme. Alors, c'est Arthur Dupont qui joue Jérôme Kerviel, comme on le disait tout à l'heure. Vous jouez en fait son patron, vous êtes un trader, ça se passe donc en France. Quels sont les ressorts, en fait, François-Xavier de Maison, qui vous ont vraiment intéressé pour accepter ce rôle qui est pas un rôle si simple que ça? Alors, d'abord Christophe Baratier, ça faisait longtemps qu'on se disait... Déjà, c'est le réal voilà, qui vous a plu. Qui me disait ça fait longtemps qu'on se disait qu'on voulait travailler ensemble. Donc c'est lui qui vous a convaincu. Oui, le sujet est passionnant. C'est une histoire qu'il fallait raconter. Et puis très vite, il m'a embarqué avec Jacques Perrin, le producteur engagé, courageux. Et il m'a engagé dans cette histoire. Parce que c'est un film politique aussi. Oui, c'est un film vraiment fascinant sur notre époque, je dirais sur la manière dont on peut abîmer les êtres humains aujourd'hui aussi. Donc c'est vraiment fascinant. Et le rôle était très, très important parce que c'est lui qui transmet, qui forme, enfin qui déforme voilà, le personnage d'Arthur Dupont, le personnage de Jérôme Kerviel. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le construire avec Christophe. C'est un personnage qui est très jubilatoire, il est dans des excès, dans des ruptures, il est à moitié... il y a une violence et à la fois il est humain. Enfin, c'est vraiment intéressant le parcours de ce personnage. Le film est inspiré du livre de Jérôme Kerviel, où commence le film d'ailleurs dans cette affaire extrêmement médiatisée et qui est loin d'ailleurs d'être terminée puisqu'il y a eu un procès qui est toujours en cours et on attend une décision de justice. Fin 2007, il a fait gagner à la Société Générale 1,5 milliard d'euros, donc c'est du jamais vu. Alors effectivement, on est dans une ambiance, mais alors dans l'excès, dans le cynisme, un monde qu'on connaît très peu quand on est public lambda. Regardez la bande-annonce et on en discute après. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Bon, il y a un nouveau trader qui intègre l'équipe. L'esprit d'équipe, avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus. Une noisette, là, c'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année. Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les meilleurs en réserve. T'es sûr de ton truc, là? Non, c'est ça qui est bon. Concrètement, là, tu les planques comment? Y a pas marqué Wall Street Institute, hein. Je sais pas qui l'abruti qui t'a recruté, mais fais ce que je te demande, comme je te le demande. J'espère que vous êtes venus avec vos couilles parce que ça va être une journée de bonheur. Et ça monte, les gars. Jules, t'es un sorcier. T'es Madame Irma.
veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. On parle de 30 milliards. Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valident? Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2, tu sais ce qu'on en fait? Vous allez me virer? Je monte ta limite de spiel à 5 millions. J'ai joué. Ça me rend malade. Et je veux plus vivre ça. Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. C'est un film qui dépeint un milieu d'abord très masculin, très macho, cynique, cruel, vulgaire, avec même des scènes des séances de bizutage. C'est la réalité? Vous qui l'avez un peu côtoyé aux États-Unis. Disons que ce sont des gens qui sont extrêmement sous pression, donc qui ont besoin de relâcher la pression. Et c'est souvent effectivement des plaisanteries fin de 4e, potache. Début 3e, oui, très potache. Il y a une violence dans les rapports, effectivement, c'est certain. Je dirais que c'est... on le voit à un moment donné dans le film, je ne vais pas raconter le film, mais que tout d'un coup, il suffit qu'un sorte de ses performances, sorte de ses objectifs pour que toute l'équipe lui tourne le dos et que le type soit mis à l'écart. Exactement. Donc c'est un système voilà, très de performance, voilà. Donc où les gens sont sous pression. Ouais. Le film a pris plutôt un parti pris favorable à Jérôme Kerviel. C'est la vision de Christophe Baratier, le réalisateur. C'est la vôtre aussi? Disons que si le film rend justice à Jérôme, il ne le ménage pas, je trouve quand même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on a plus d'empathie pour l'homme isolé que pour le système. Contre la grande banque, le système. Mais Christophe a fait apparaître aussi les fêlures du personnage, les moments où il peut, lui, basculer dans une certaine surchauffe. Et c'est ça qui, je trouve, fait ressortir son humanité et qui, quelque part, aussi nous livre la vérité avec pas trop de parti pris. Donc, justement, c'est la vérité des faits présentés tels quels qui fait qu'on se dit, effectivement, c'est plus compliqué que ce qu'on a bien voulu nous raconter. Alors, Jérôme Kerviel, il n'a pas participé directement à l'écriture du scénario, mais il a été quand même un peu consulté par Christophe Baratier. Ils se sont rencontrés, ils ont beaucoup discuté ensemble. Vous-même, vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Et il nous a expliqué au début du tournage comment utiliser certains outils financiers, certains outils de trading. Voilà, j'ai vu un homme assez charismatique qui reprenait un peu goût à la vie après toutes ces épreuves. C'était assez impressionnant. Nous, on l'a contacté pour lui demander, ainsi que son avocat, pour lui demander son avis sur le film. Alors, il nous a donné cette réponse. Il dit « C'est très troublant de voir sa vie au cinéma. C'est à la limite de la schizophrénie. Mais si je prends de la hauteur et de la distance, je peux dire que j'ai trouvé le film très prenant et globalement fidèle à ce que j'ai vécu, à l'exception de l'histoire d'amour qui est fictionnée. Sinon, la scène du décès de mon père a été très dure pour moi. » Bien sûr. Ouais. Effectivement, on rentre dans sa vie perso. Il faut dire que Jérôme Kerviel, voilà, il est né en Bretagne, dans une petite maison, une famille modeste, des gens très travailleurs. Je crois qu'il avait un frère, il me semble aussi. Et il y a une scène très, très perso et assez émouvante quand son père meurt et il retourne donc en Bretagne. C'est pourquoi donc il fait allusion à cette scène. Il parle effectivement de l'histoire amoureuse qui n'existait pas. Il faut bien en faire un film, mais pour le reste, il semble être très satisfait donc du film. Ben, c'est un compliment, et il faut dire qu'il s'en sort bien aussi. Oui, mais je trouve que le film n'est pas non plus une attaque frontale et agressive d'une banque en particulier. Je trouve que c'est à un moment donné, c'est une tragédie humaine. C'est Jérôme avant Kerviel, c'est Jérôme avant l'affaire, comment un homme sous pression, dans un système donné, avec des montants vertigineux, peut basculer. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Avant de tout perdre, il avait fait gagner 1,5 milliard et 400 000 euros pour ses opérations, donc en 2007. Mais c'est vrai, on se demande, mais comment il a pu perdre à ce point le sens des réalités? C'est tout l'intérêt de ce film, qui est un thriller palpitant, fascinant, je dirais même, qui dépasse pour moi
ce cas particulier. C'est une espèce de, comme ça, de course vers un mur, vers une fin tragique. Et on connaît la fin, mais ça n'enlève rien au suspense. C'est ça, je trouve, tout le talent de Christophe et tout le talent de l'interprétation d'Arthur Dupont, pour qui on a vraiment une empathie énorme. Sabrina Ouazani, enfin tous les acteurs qui ont entouré Arthur pour faire ce film. On connaît la fin, mais il y a du suspense, on est tenu en haleine, et je trouve qu'aussi il y a du sourire, de voir cette bulle, ce cynisme. Comme ça, de temps en temps, on est fasciné, on est captivé, et ça nous arrive de sourire, de rire de ces excès, de ces ruptures, de cette folie. Alors on sait qu'en 2007, les services de contrôle de la banque avaient lancé de nombreuses alertes, je crois plus de 70, c'est ça, concernant son compte. Dans la bande-annonce où on parle de 74. Ouais, c'est ça, voilà. Et ses supérieurs, en fait, s'agaçaient. Les supérieurs de Jérôme Kerviel disaient « Arrêtez, quoi, on est en train de gagner de l'argent, laissez-nous tranquilles, quoi ». C'est un peu le slogan du film, on peut tricher pour gagner, pas pour perdre. Alors, le film aurait pu s'appeler Esprit d'équipe. En fait, il a été choisi Outsider. Moi, je trouve pas que ce soit un très très bon titre. Bon, voilà, ça, c'est mon avis personnel. Pourquoi Esprit d'équipe non. En fait, il n'y en a pas tant que ça d'esprit d'équipe, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Non, il n'y en a pas tant que ça, effectivement, d'esprit d'équipe. Mais l'Outsider, moi, je trouve que c'est un bon titre parce que quelque part, on est tous des outsiders. On est tous des. Voilà, on a tous ce problème de légitimité dans la vie, à vouloir se faire accepter par un groupe donné, à vouloir se dépasser, à vouloir exister, réussir, dans quoi, pourquoi. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez existentiel dans ce titre, finalement. Quelle est la réplique la plus importante, selon vous, qui est marquante dans le film Il y en a une que j'adore, que dit mon personnage. On s'en fout, c'est pas notre argent. Oui, là, tout est dit. Voilà, tout est dit. Il faut rappeler que donc, Jérôme Kerviel, il a fait quand même 150 jours de prison. Il a entrepris aussi une marche vers Rome. Il est allé voir le pape. Qu'est-ce que vous attendez de plus d'un film comme celui-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un message, que ça peut changer quelque chose? Ça peut modifier les comportements? Ce sera un peu utopiste, non? Oui. Je dirais que l'affaire suit son cours. Et qu'elle va plutôt dans le sens contraire. Oui, puisqu'il a gagné au Prud'homme à Paris. Voilà. Ce film, je trouve c'est une vraie réussite. C'est une photo d'une époque aussi, peut-être. Dans votre famille, qui a vu le film? Alors, mon frère Thibault, il a vu le film. Voilà. Et ma sœur Céline aussi, et mon beau-frère. Voilà. Et ma sœur Laetitia. Bon, tous mes frères. Oui. Nous, on les connaît très bien. Non. Mais bien sûr qu'on les connaît. Oh là là, mais regardez, ils sont forts. Ils sont là, rien pour vous. Il y a du café. Non. Si, ils sont là et ils ont accepté. Non. Mais où? Ils sont où? Ils sont là dans l'écran. Ah, dans l'écran. Ils ont accepté de parler de vous. Pour moi, François-Xavier, c'est un grand frère très protecteur. Déjà, on a des origines corses, donc il est très très protecteur vis-à-vis de ses petites sœurs. C'est un grand frère original, sympa, chouette, drôle. Très drôle. C'est inné, c'est vraiment quelque chose qu'il a toujours eu, cette envie de faire rire. C'est pas une envie de faire rire à tout prix, c'est une envie de jouer. Il est très observateur. Il a cette capacité à saisir le comique là où il se trouve. Il est prêt à tout pour faire un bon mot, c'est-à-dire même à vexer la personne qui est en face. Dans la vie, il me fait beaucoup plus rire que sur scène. Je le trouve au quotidien à mourir de rire. Il est toujours assez drôle, assez amusant, toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur, en fait. Non, pas, mais... Vous savez, il est maladroit et ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Il a un côté distrait. Et le pire, c'est quand il conduit, parce que il est toujours en train de penser à autre chose, donc il a planté un nombre de bagnoles considérable. Il peut avoir un côté un peu Pierre Richard. Il peut être de mauvaise foi? Oui, mais c'est pas il peut être, il est de mauvaise foi. Ça, c'est son plus gros défaut. C'est pas moi qui suis en retard, c'est la montre qui est en avance. C'est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir François-Xavier en face quand il a tort. De toute façon, il aura jamais tort. Qu'est-ce qui me touche le plus? Je dirais que c'est sa gentillesse, c'est son grand cœur et le fait qu'il juge pas, jamais. C'est un vrai gentil, oui. Il n'y a pas de chiquet, il n'y a pas de faux semblants. François-Xavier fait attention à tout le monde et tout le monde a de la valeur à ses yeux. Est-ce qu'il est angoissé? Ah oui.
que vous connaissez quelqu'un qui appelle sa maman à 1h du matin après avoir terminé un spectacle pour dire comment je l'ai été, si c'est pas le comble de l'angoisse. Il a besoin de faire l'unanimité. En fait, il s'est peut-être un peu plus rapproché de sa famille encore avec le succès. Parce que il s'est aperçu que c'était pas forcément... il était très entouré, mais finalement, dans ce monde-là, il était un peu seul aussi. Donc, à chaque fois qu'il vient se ressourcer, il vient se ressourcer en famille. Et il est de plus en plus famille, en fait. Oh, je suis touché. Maintenant, vous faites partie de la famille maintenant. Exactement. Tous. Voilà. Vous avez vu en famille, voilà. On les connaît tous. Voilà. Alors, hilarant au quotidien. Vous êtes même plus drôle dans la vie que sur scène. Je sais pas comment je dois le prendre. Oui. Non, mais je fais pas partie de ces humoristes dépressifs. C'est ça. Voilà. Protecteur avec vos sœurs. Oui. En tant qu'aîné. Tout à fait. Le Corse. Alors. Le Corse. Et vous y retournez souvent? Écoutez, j'y retourne par la force des choses une fois par an. Parce que je suis parrain d'un festival à Herbalonga, festival d'humour. Herbalonga, c'est un petit village. Rosa Xavier, j'aimerais bien que vous vous rendiez là près du fond vert. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Alors, vous là allez... là. On va parler de la Corse. Oui, alors on va parler de la Corse. C'est l'attraction numéro 3. Alors, si je vous dis... Ici? Ouais. Ça vous va? Je voudrais que vous pointiez... Oui. Sainte-Turie. Ah! Sainte-Turie... Non? Ah merde, pardon. Excusez-moi. Fond vert, c'est comme la météo. Ah, c'est la météo. C'est pas facile, c'est un métier. Hein. Sainte-Turie, c'est tout en haut du Cap Corse. C'est un petit village de pêcheurs, tout en haut du Cap Corse. C'est extraordinaire. Ouais. C'est l'un des plus beaux endroits du monde. C'est dans le doigt. Oui, c'est dans le doigt. Ouais. Dans le doigt. Monticello. Je connais pas Monticello. Non. Monticello, le repère corse de Jacques Dutronc. Ah, pardon, c'est à côté de Calvi. Vous m'auriez dit Calvi, pardon. Près de l'île Rousse. C'est à côté de l'île Rousse, entre l'île Rousse et Calvi. Cargèse. Cargèse. Alors là, j'ai du mal avec. C'est là, c'est là. Voilà. Cargèse, il y a une spécificité à Cargèse. 2 églises. Ah bon, bah, très bien. Une église orthodoxe et une église chrétienne. D'accord, très bien. Voilà. Bravo. Dites-moi, Ghisoni. Ghisoni. C'est le nom de ma mère. Ghisoni, c'est le nom de ma mère. Alors, il y a Ghisonacci et Ghisoni. Faut pas confondre. Ah, j'ai du mal à montrer. Bon, c'est un des deux, quoi. Ah bah non, c'est j'ai trop du facile. mal. C'est celui-là. Ah, zut. voilà. Bon. Voilà. Alors, et la Castaniche? Bon, bah, c'est là. Hein. Au même endroit. Voilà. Mais moi, je suis de Saint-Florent, que vous n'avez pas montré, qui est là, Saint-Florent. Mais c'est trop facile, tout le monde connaît Saint-Florent. Voilà, c'est là, Saint-Florent. Et ma mère, son village enfin, les origines de la famille, puisque ce sont des origines à notre niveau, c'est Santo Pietro di Tenda. Voilà. Venez-moi, Joanne. J'ai quand même... Je ne sais pas si l'Office du tourisme va accepter. Ah, ils vont m'engueuler, hein. Ils vont m'engueuler. Travailler cet été. Hein, non, ils vont m'engueuler. Ouais. Il y a une personne que vous aimiez et que vous auriez aimé rencontrer. Vous savez, quand on vous a dit sur le plateau Thé au café, dites-nous qui vous souhaitez rencontrer. Il y a quelqu'un, je sais que vous nous l'avez cité parmi d'autres, mais cette personne, je crois, a beaucoup de valeur à vos yeux. Et cette personne est là et vous allez surtout l'entendre. Les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Hey, poteau, qu'est-ce que tu fous? Vient le temps d'une chanson, on en a rien à foutre. Coincé par nos femmes ou otages des gosses, qu'on aime comme des fous quand on peut le faire. Avec tout ce qu'on n'a pas négocié, on va penser qu'on est imparfait. Embrasser l'incertitude, tant qu'on souffle se moquer des inquiétudes. Je trace un texte pas fléché, laisse-moi tranquille, on part pêcher. Les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Ce soir poussons la chansonnette, j'ai moins besoin d'amour que de gens honnêtes. Régler le féminin, solitaire dans l'âme, les hommes pleurent dans l'ombre. Déterminant, prendre son temps sur l'ongle, regarde les arbres. On se voit peu mais on se voit bien, entre nous, pas de social comédien. Allez, verse le bon vin,
t'occupes, c'est combien? Les poteaux, les poteaux, les poteaux, oh. Les poteaux, 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 les poteaux. Se rappeler la moindre des choses pour le maximum de conséquences. Fort en présence de potes posés, avec le silence comme défense. On s'adore avec nos faiblesses. Un poteau qui m'en fait des promesses. Dans le cœur, toujours à bord, se rendre à l'évidence, passer l'âge des shorts. Et ouais, que c'est les poteaux d'abord. Les poteaux, les poteaux, les poteaux. 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 Merci Eddie, Ah, c'est trop merci, cool. merci beaucoup. Oh là Merci là. Oxmo. Merci. immense. Merci, c'est moi, mais Un vraiment. honneur immense. Et moi- Bonjour Oxmo. Oxmo Puccino sur le plateau de Thé ou Café grâce à vous, François-Xavier de Maison. Alors, Quel cadeau. pourquoi cet attachement à Oxmo? Bah, c'est un poète extraordinaire, c'est une plume extraordinaire. Et, Vous l'avez découvert comment? je l'ai découvert en l'écoutant. Voilà, et puis... Mais vous ne connaissez pas plus que ça. Ben non, pas plus que ça. Ça commence. Voilà, un jour, j'étais avec Benoît Magimel, on venait présenter un film sur France Inter et dans l'émission Le Fou du Roi, c'était ça. C'est Et Fou puis, du Roi, oui. il y avait... Oxmo était venu faire un morceau ou deux et c'était super. C'était aperçu comme ça, mais moi je l'ai vu sur scène au concert du Youssoufa. Voilà, c'était extraordinaire. Je l'ai vu en duo avec Grand Corps Malade aussi sur scène. Donc tu savais pas que j'étais là. Ah mais ben non, j'étais- ben non. voilà. Mais moi, voilà, c'est une C'est un plume. joli texte en plus, les poteaux. Je trouve ça Et vous l'avez magnifique. choisi spécialement pour François. Ah bah oui. Ah là là. C'était sur mesure. C'était sur mesure. Ah mais je me suis reconnu. Hein. Alors vraiment, c'est ça, le poète, il parle à tous, mais on a toujours l'impression qu'il vous parle de vous, en fait. Voilà. Ouais. Très touché. Vous êtes né, vous êtes né au Mali, mais vous avez grandi ici. Oui, hein, oui. Voilà. Donc quand même deux cultures. Vous avez l'impression quand même de les avoir vraiment ancrées en vous, ces deux cultures? Oui, j'ai réglé tous ces problèmes. J'ai réglé tous ces problèmes et je sais qui je suis. Je suis, voilà, je suis né là-bas avec mes parents qui m'ont ramené et j'ai grandi ici. Donc je suis empreint des deux, enrichi. Et Oxmo, vous avez commencé à rapper très très jeune. Non, je suis rentré dans la musique très jeune, mais j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 20 ans. Mais vous avez commencé vers 13 ans quand même, la musique. J'ai commencé à 13 ans, oui, Ouais. passionnément. Ouais. Passionnément. Comment on découvre le rap? Je pense que c'est une rencontre. C'est une rencontre mutuelle avec une musique qui cherche à faire sa place en tant que courant et quelqu'un qui cherche une musique qui pourrait l'accueillir. Et ça s'est passé comme ça et puis on a évolué ensemble et ça fait presque plus de 20 ans maintenant. C'est votre 8e album. Ouais. C'est le meilleur? Bah oui, jusqu'au prochain. C'est toujours ce qu'on dit. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Celui-là, il est plus lumineux que les autres, dans le sens où, lors de sa production, on s'est attaché à ce que, à l'écoute, on ne puisse ressentir que du bien-être. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. D'autant qu'il est sorti le 13 novembre. En plus, et qu'il est entré en studio. Je suis entré en studio après le janvier précédent, donc forcément, c'est encore plus utile, sachant que j'allais monter sur scène après, ça allait être encore plus décisif dans la direction qu'on avait prise. Vous pensez qu'il a une résonance particulière en raison de l'actualité? L'actualité le renforce, mais c'est un message qui est valable en tout temps, bien sûr. Mais l'actualité n'arrange pas les choses. Vous avez un titre 1998 qui fait Oui. référence à la France victorieuse. Oui. Vous y croyez, vous, à la France victorieuse? Bien sûr, il faut y croire. Il faut y croire. Dans le cadre de l'euro? Dans le cadre et même en général, c'est ce que j'incite tous les citoyens à le faire, ne serait-ce que pour se montrer solide et en bloc, quelles que soient les situations. Parce que c'est toujours pareil, ça commence un peu à tâtons, et après il commence à gagner des matchs dans les meilleurs des cas, et puis tout le monde arrive derrière. Mais si tout le monde est derrière dès le début, ça sera plus beau encore.
Comment vous pensez reconstruire, on peut reconstruire le lien social, notamment en France? Je pense que c'est une démarche qui est longue, mais qui a déjà commencé. Je veux dire, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'on est bien ensemble et que forcément, si on ne le gère pas, ça va se passer mal et qu'on restera encore ensemble. Donc, voilà, il y a des précautions à prendre pour le futur. Les rappeurs sont pris aussi pour cible, hein, comme les policiers, on parle aussi des journalistes, par des terroristes radicaux. Quel est votre regard là-dessus? Ça vous donne peur? Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas plus peur que ça. Moi, je trouve ça... je veux dire, personne n'est épargné. On l'a vu le 13 novembre. Il n'y a pas de cible... Il n'y a pas de cible définie à partir du moment où on fait mal. Donc là, il y avait des noms, mais voilà, il a été appréhendé. C'est le plus important. Mais lorsque vous voyez que des rappeurs sont sur des listes de terroristes qui sont prêts à intervenir, vous vous sentez plus en danger? Écoutez, moi, je suis protégé par l'amour que je mets dans mon travail. Et lorsque je monte sur scène et que je vis des moments, c'est ce que je dis, lorsqu'on me pose la question sur une France rêvée, je réponds souvent que la personne qui me pose la question n'est jamais venue à mes concerts. Parce que, justement, ça donne plus d'importance au bon moment, ça les rend plus importants. Et donc, forcément, personne n'est à l'abri de rien du tout. Et que des rappeurs soient pris pour cible, pour moi, c'est historien comme les autres. Voilà. Et ça me fait pas peur. À côté de ce que je récolte, ça me fait pas peur. Le rap, c'est une musique plus politique que les autres? Plus aujourd'hui. Non. Plus aujourd'hui. À l'époque, oui, parce que les artistes sont des témoins de leur époque. Et lorsqu'un artiste décrit son paysage, s'il n'est pas beau, ce n'est pas le monde entier, c'est juste le paysage qu'il décrit qui n'est pas beau. Et c'est vrai qu'à l'époque, vu l'origine sociale de cette musique, il ne pouvait pas décrire des champs de fleurs. Et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas notion de certaines vérités. Et donc aujourd'hui où le rap est une musique comme une autre, parce que tout le monde la pratique sans prendre en compte son origine sociale, forcément il y a une multitude de sortes, de variétés, et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Vous travaillez actuellement avec Stromae, me semble-t-il? Pas encore. Mais bientôt? J'espère. Ouais, c'est un projet en tout cas. Je ne peux pas trop en parler parce que voilà, c'est en cours. Voilà, peut-être en cours. Il y aura aussi Omar Sy peut-être dans l'aventure. Est-ce que vous nous promettez de revenir sur ce plateau pour nous en parler? Ça serait avec plaisir. Bon. Avec plaisir. Et tu m'inviteras? Ouais. Allez, chiche. Chiche. Ouais. Chiche. Je ne dis pas, je fais. Merci vraiment. C'était génial, merci beaucoup. À très bientôt. Et vous serez au Casino de Paris, hein, le 23 novembre. Et tu y seras, j'espère. Ouais. Ah oui, j'y serai. Et ce très bel album, La Voie lactée, Salut. Oxmo Puccino. Merci beaucoup. Je vais vous entraîner. C'était bien qu'il soit là. Hein. Ah oui, c'était merveilleux. C'était une parenthèse enchantée. Voilà. Je vous emmène aux 2 ados. Allons-y. C'est notre parenthèse. Ça, c'est notre petit moment à nous. 2 ados avec vous, François-Xavier de Maison, et des réponses du tac au tac. Le défaut indispensable pour être un bon comédien. La séduction, à l'excès. La blague qui fonctionne sur les autres à tous les coups. Quand on se moque de soi-même. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire? La méchanceté. Si vous étiez un acteur porno, quel serait votre nom de scène? Le petit sanglier. La personnalité politique la moins utile du moment? Question pour un shampoing. Donald Trump. Si votre maison venait à brûler, qu'est-ce que vous sauveriez en premier? Les gens que j'aime. Et quelques bonnes bouteilles. Qui n'aimeriez-vous pas voir à votre enterrement? Oh, plus on est de fous, plus on rit. Hein. D'accord. Si vous étiez homosexuel, par qui vous aimeriez être séduit? Par Rupert Everett. Un service que vous n'aimez pas rendre? Un service que je n'aime pas rendre, raccompagner les gens quand on est fatigué.
Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je deviendrai votre meilleur ami. Quel est le fond d'écran sur votre smartphone? Ma fille et moi-même sur une plage. Et puis j'ai arrêté les paysages parce que ça fait vraiment... non, ça fait par soleil. L'épitaphe que vous aimeriez voir sur votre tombe? J'aime beaucoup celle de Groucho Marx qu'on doit vous resservir souvent. I told you I was sick. Je vous disais bien que j'étais malade. Et la musique qui vous rend joyeux? La musique qui me rend joyeux, la musique latine, la musique gitane. Ouais! On le savait! C'est pas vrai. Ils sont là! C'est pas vrai! Me dites pas! Et les cousins aussi! Ils sont tous là! Voilà! Vous avez vu mon petit pas Dirty Dancing? Je me suis cassé le genou sur cette musique. C'était à une avant-première et j'ai sauté à un moment donné 1 mètre en l'air pour faire une espèce de fin comme ça. Paf, j'ai atterri sur le genou. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, c'était très embêtant. Ça va beaucoup mieux. J'allais vous poser la question. Oui, ça va beaucoup mieux. Bon, je voulais vous offrir regardez, ce DVD. Oh. Raymond DeVos. Oh là là, c'est génial, merci. Mais je sais que vous aimez Raymond DeVos. Ah bah oui. De Funès aussi, vous aimez Bourvil, enfin vous aimez les classiques. Hein. Oui, oui. Voilà. C'est Radio France hein, qui édite ces disques. Là, je crois que vous avez vraiment l'intégralité des textes de Raymond DeVos. Vous savez, j'aimerais bien qu'on termine simplement l'émission, puisque vous allez être à l'Olympia hein, du 19 au 29 janvier. Faites-nous un personnage, dites-nous, voilà. Non, je peux vous raconter une petite histoire. Ah ouais, dites-nous. Je peux vous raconter une petite histoire que je raconte dans mon spectacle. J'étais sur un tournage et entre 2 prises, je m'assois sur une chaise, je me repose. Une passante me demande quel film on tourne. Je lui donne le nom du film, elle me fait « je l'ai pas vu ». Pas mal. Et ça, vous le racontez sur scène. Bon. Michel Granger exposé sur le plateau de Thé au Café. C'est très beau. C'est bien, hein? Très Alors, beau. c'est particulier. Ça s'appelle Herbarium. C'est un projet donc pictural sur le thème de la déforestation. Il y est très sensible. Les peintures, elles sont réalisées à l'aide du poids de rouleaux compresseurs. D'ailleurs, on voit des images sur des végétaux qui sont préalablement enduits de peinture et qui sont compressés entre 2 toiles. Voilà. Et il expose les 1er et 2 juillet au Parc de la Tête d'Or à Lyon. Michel Granger, merci à lui. Qu'est-ce que vous ferez mercredi? Mercredi. Mercredi, la sortie du film. Ah oui, ah bah oui, vous voyez, je pas. Bah non, bah écoutez, voilà, je crois que Vous avez tout donné, de toute manière. j'ai tout donné. Non, Ouais. non, mais j'ai tout donné, Catherine. Voilà, je suis épuisé. Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai sans doute. On va faire une petite soirée, je pense, avec Christophe Baratier, Arthur, Sabrina, Robbie, Mamed, Soren, tous les acteurs du film, Stéphane Bach, tout ça. C'est l'Outsider, le film de Christophe Baratier sur l'histoire de Jérôme Kerviel, avec Arthur Dupont dans le rôle, bien sûr, de Jérôme Kerviel, et puis vous, François-Xavier de Maison. Et franchement, c'est un très bon film. Hein. Merci, Catherine. Félicitations. On se quitte pour quelques semaines. Voilà, ça fait bizarre hein, de se quitter. On a l'habitude de se retrouver chaque samedi, chaque dimanche. Voilà, il va y avoir une petite interruption, il va y avoir une grille d'été. Bien sûr, on va être là hein, à partir de samedi 3 septembre. D'ici là, vous faites attention à vous parce qu'on voudrait tous vous retrouver, toutes et tous vous retrouver. On vous comptera hein, quand on va se retrouver. Alors, portez-vous bien. Voilà. Et puis, prenez du soleil, prenez du bon temps. Aimez-vous. Très important. Merci beaucoup de votre confiance, de votre fidélité. Cette émission, elle est rediffusée, évidemment, cette nuit. Vous pouvez la revoir en replay. Vous pouvez aussi la revoir sur notre site France Télé et ainsi que sur notre chaîne YouTube Thé ou Café. Merci. Merci François. Merci. Tout, 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 tout.